Parfait. Merci Président. Bonsoir à tous. Donc c'est notre concours qu'on a eu sur la commune de Périgueux par Michel Robin pour faire un petit bout de réseau d'assainissement pour desservir une parcelle, la D463 sur la route du Lévitan. Donc il prendra en charge en fait les travaux que nous allons faire sur le deuxième semestre 2022, qui sont de 4 753 € net. Donc en fait il est proposé au Conseil communautaire d'accepter l'offre de concours de Michel Robin, d'approuver la convention formalisant l'acceptation de l'offre de concours et d'autoriser le président à signer la convention de tout document relatif à ce dossier. Y a-t-il des questions? Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Georges Thomas, pour un sujet voirie. Monsieur le Président, bonsoir à tous. Il existe un marché de fourniture et de pose de signalisation routière, qu'elle soit horizontale, verticale ou de fourniture de vis à sécurité. Concernant le lot numéro 2 du secteur centre, ce marché arrive, on va dire, à saturation au vu des travaux nécessaires à réaliser en matière de signalisation, et tout particulièrement en fonction des programmes de voirie 2021 qui sont quand même très conséquents. Il est donc proposé d'augmenter avec un avenant qui s'appellera avenant numéro 1, à hauteur de 15%, comme l'autorise la loi, un montant total du marché qui était à la base de 160 000 €. On y rajouterait 24 000 € en part hors taxe pour arriver à 184 000 €. A noter que le 15 février, la commission d'appel d'offres a émis un avis favorable à la conclusion de cet avenant. Et il est donc proposé au Conseil communautaire de bien vouloir l'approuver et d'autoriser le président ou son représentant à le signer. Avez-vous des questions sur le sujet? Bien. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Je vous remercie. Une série de sujets eau potable avec Patrice Couchot. Oui, bonsoir à tous. 3 amendements donc, concernant l'organisation du service d'eau potable. Une prolongation d'un contrat d'affermage avec la société SOR qui concerne les 2 communes de Saint-Romain-de-Puy et Saint-Jean-de-Ville. Une prolongation jusqu'au 30 septembre 2022 afin de réfléchir sur l'organisation du service pour les années futures. Voilà, si ça susciterait des commentaires. Apparemment, il y aurait des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Le point numéro 8, c'est la même chose. C'est un amendement marché d'exploitation de l'eau potable sur la commune de Conson, notamment en ce qui concerne des prestations d'astreinte. Donc, des prestations d'astreinte. Donc, là, il est proposé de prolonger un avenant. Justement, c'est une entreprise qui travaille sur le réseau d'eau potable de Suré comptable. Donc, j'ai proposé donc, de prolonger cet avenant au marché d'exploitation sur la commune de Conson, avec les prestataires qui œuvrent sur la commune de Suré-Comtagne jusqu'au 28 novembre 2022. Il y aurait des remarques particulières? Non. Des gens qui seraient contre? Qui s'abstiennent? Je vous remercie. Et le troisième amendement, ça concerne des travaux d'eau potable et d'assainissement sur la commune de Saint-Marcelin-en-Forêt. Suite à la prise de compétences du 1er janvier 2020, nous faisons des travaux communs avec les services d'assainissement. Donc, nous faisons une moins-value sur un chantier sur une voie de Saint-Marcelin de 117 402 €. En parallèle de ça, nous avons fait des travaux sur la route de Saint-Bonnet et le réservoir d'eau potable du réservoir de la Vierge, ce qui nous fait une plus-value de 106 000 €, 174. Pour un global d'une moins-value sur ces 2 chantiers qui ont été menés de 11 228 €. Pour un montant total du marché après la demande de 490 581 €. Voilà, est-ce qu'il y aurait des commentaires sur ce moins-value, sur ce chantier? C'est des chantiers d'un coût de moins 11 000 € en mutualisant les travaux. Des commentaires? Non. Je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient contre, qui s'abstiennent? Écoutez, je vous remercie. Pour l'unanimité. Merci Patrice. Je laisse la parole à Olivier Joly, charge des finances. Bonsoir à toutes et à tous. Juste 2 petits points ce soir sur les finances. Le premier point concerne un ajustement du montant d'étalement des indemnités de remboursement anticipé payées en 2021. Vous vous souvenez qu'on a délibéré en octobre pour chaque budget sur ces IRA sur un montant estimatif. Or, maintenant, on n'est plus sur d'estimatif, on est sur le montant réel, ceux qui sont stipulés donc, dans
903 euros pour le budget assainissement et 740 958 euros pour le budget eau potable. Alors ça c'était ceux initialement, si vous voulez, sur les images, pour les montants 875 383 et 712 718. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, je trouve ça, bon, c'est sur les IRA, je trouve que ça c'est vraiment minable par rapport à des banques. Quand on voit que le Crédit Agricole affiche 5 milliards de bénéfices et qu'il nous pique les IRA, c'est inadmissible. Je ne comprends pas qu'on arrive à laisser faire ça. Alors, Pierre, juste une chose, c'est que s'ils le font, c'est parce que c'est écrit dans le contrat. Et donc, on est bien obligé d'appliquer le contrat, malheureusement. Alors, vous savez tout bien de ce que j'ai pensé de la négociation qu'on a tenue avec le téléphone, parce qu'on a déjà parlé à plusieurs reprises. Je vais pas remettre une nouvelle couche de ça. Là, en l'occurrence, c'est simplement d'adapter les montants qui étaient entre l'estimatif et le réel. C'est pas de remettre en cause le système, puisque de toute façon, on est largement gagnant au terme de. Malgré tout, malgré ces IRA, on est largement bénéficiaire et plusieurs centaines de milliers d'euros pour la collectivité. Mais on ne pouvait pas faire comme si le contrat n'existait pas. C'est pas possible. Sauf si le banquier était encore plus généreux. Oui, mais je pense quand même qu'il n'y a que pour les communes où il applique les IRA, pour les particuliers, au bout des négociations, ils ont lâché. Ils ont souvent lâché et ils n'ont pas fait payer les IRA pour les particuliers. Sauf que pour les communes, ils n'ont jamais voulu lâcher. Donc c'est politique quand même. Attends, je sais pas, enfin, moi j'ai quelques particuliers qui essayent d'avoir des remboursements par anticipation avec les banques. Aujourd'hui, quand ils avaient des indemnités de remboursement anticipé dans le contrat, je n'ai pas beaucoup entendu de particuliers venir me dire que la banque avait lâché sur les IRA. Alors là, tant mieux si t'en as une, hein, mais je n'ai pas eu beaucoup, moi. Juste en complément, je rappellerai que ces rachats de crédits, c'était sur la plupart des crédits que les communes portaient. C'est-à-dire qu'on a récupéré aussi dans l'escarcelle donc une multitude de petits crédits, et non pas un seul. Bon, à l'arrivée, encore une fois, on gagne plus de 300 000 euros quand même, donc bon, tu me diras, on aurait pu en gagner plus. Bon, je suis peut-être un mauvais négociateur, la prochaine fois je t'envoie, ou tu viens avec moi la prochaine fois. Allez, y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci, cette unanimité. Le point suivant concerne les durées d'amortissement des subventions d'équipement qui sont au budget principal. Et bien là, vous avez une série de durées d'amortissement qui sont comptabilisées dans le tableau de la note. En fait, il s'agit simplement d'une mise en conformité pour l'imputation de ces sommes sur une bonne durée. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Merci, cette unanimité également. Merci Olivier, et merci pour les négociations que tu as su mener. Et je donne la parole à Stéphanie Fayard sur un sujet de modification de statut de l'EPAGE. Bonsoir à toutes et tous. Donc ce soir, il s'agit de la modification des statuts de l'EPAGE Loire-Lignon à la suite de l'adhésion de Saint-Étienne Métropole. L'EPAGE, qui est l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Lignon, est un syndicat mixte constitué à l'échelle d'un sous-bassin hydrographique du fleuve Loire afin d'assurer la prévention des inondations ainsi que la gestion des cours d'eau. Loire-Forêt Agglomération est l'une des collectivités membres de l'EPAGE Loire-Lignon, à qui elle délègue l'animation et la concertation dans la gestion et la protection des milieux aquatiques pour le territoire du bassin versant du Lignon du Velay. Saint-Étienne Métropole souhaite adhérer à l'EPAGE Loire-Lignon, ce qui implique une modification des statuts de la structure. Cette modification doit être soumise à l'avis de l'ensemble des collectivités membres et approuvée à la majorité qualifiée. Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir émettre un avis favorable à la modification des statuts de l'EPAGE Loire-Lignon. Y aurait-il des votes contre?
fonds. Merci Président, bonsoir à toutes et tous. Donc, ce soir il s'agit d'attribuer la subvention pour l'année 2022 au syndicat de la Fourme, plus largement à la Fourme de Montbrison. Avant de vous communiquer le montant, mais vous l'avez eu sur la note de synthèse, vous rappelez qu'aujourd'hui la Fourme de Montbrison a une notoriété qui devient nationale, avec un nombre de tonnages qui augmente chaque année. Sur l'année 2021, 734 tonnes de fromage ont été vendues contre 668 en 2020, soit une augmentation de 66 tonnes. La progression continue depuis 2012 et ça permet de dire qu'aujourd'hui notre fourme et notre appellation connaissent des jours très bons et tous les voyants sont ouverts. L'agglomération accompagne le syndicat de la Fourme depuis déjà 2005 et on souhaite continuer ainsi pour pouvoir propager encore notre fromage local. Au moment où je vous parle, la Fourme de Montbrison est présente au Salon de l'Agriculture à travers un stand où le ministre de l'Agriculture a pu échanger avec le président du syndicat de la Fourme, où il a pu lui présenter le fromage. Et puis également, vous dire que sur l'année 2022, donc il y aura 2 anniversaires, les 20 ans de l'AOP et également les 60 ans des Journées de la Fourme et des Côtes du Forêt. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers de notre Fourme de Montbrison qui connaît une expansion sans relâche grâce à tous les acteurs du territoire. Je vous rappelle quand même que ça permet de faire vivre 64 producteurs et à travers 7 fabricants, dont 2 laiteries, un artisan et 4 fermiers. On ne peut que souhaiter une longue vie encore à la Fourme de Montbrison, mais je n'en doute pas, avec les acteurs qui œuvrent sans relâche pour pouvoir promouvoir plus que dans notre territoire et maintenant nationalement. Alors au niveau de leur forêt, on continue à vouloir accompagner le syndicat de la Fourme à travers une convention qui a été signée en 2020 pour 2 ans, prolongée l'année dernière pour une année supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2022, et chaque année il nous faut attribuer la subvention qui va avec la convention. Il vous est proposé ce soir du coup d'approuver l'attribution d'une subvention de 35 000 € au syndicat de la Fourme de Montbrison pour 2022, et puis également d'approuver l'avenant 2022 de la convention d'objectifs entre leur forêt agglomération et autoriser le président à les signer. Y a-t-il des questions? Si pas de questions, on va passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour la Fourme de Montbrison. On enchaîne avec un sujet de cohésion sociale. Merci David et François Forcher. Si tu peux appuyer sur ton bouton. Voilà, qui est fait. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le contrat de ville et les aides qui sont apportées dans ce contrat de ville. Contrat de ville qui concerne plus particulièrement le quartier prioritaire de la ville de Bourgard. Donc ces actions sont nées à viser à réduire les inégalités sociales. Nous avons un comité de pilotage s'est réuni. Ce comité de pilotage est composé donc, du département de la Loire, de la CAF, de Loire-Forêt et bien sûr de la ville de Montbrison. Nous avons décidé sur ce COPIL de retenir 7 actions sur 12, soit pour ces actions pour Face Loire, 2 000 € dans le cadre de Face au Job, 1 250 € toujours pour Face Loire pour son action stage collectif de 3e, 250 € à Face Loire pour son action Escape Game, 2 800 € à Hello pour son action Nouveau départ professionnel, 2 500 € à la mission locale pour son action Ça va matcher, et enfin 5 000 € à la Fédération des centres sociaux pour son action Fonds de participation des habitants, et enfin 500 € au centre social de Montbrison pour son action cours de français. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce contrat? Je vais donc vous demander d'autoriser le président. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette validation. Merci François. Un sujet économie, d'ailleurs, avec Jean-Paul Forestier tout d'abord. Oui, bonsoir à tous. Il s'agit de la convention de partenariat pour la mise en œuvre de l'ingénierie du programme Territoire d'industrie, le ZOO, Thiers-Ambert-Montbrison, appelé plus communément TILCAM. Vous connaissez tous Thiers-Ambert-Montbrison, le ZOO est une commune qui est située à l'est de Thiers en direction de Clermont.
Ce programme a été lancé par l'État en 2018. Il s'agit d'un dispositif d'accompagnement de 150 territoires industriels. Son but principal vise donc la reconquête industrielle de ceux-ci. Leur Forêt s'est inscrit dans le projet TILTAM aux côtés de 3 autres villes, je vous ai nommé, intégrées dans 3 communautés de communes. Cela se traduit par un soutien à l'investissement de près de 6,5 millions d'euros sur notre secteur pour 12 entreprises. À cela se rajoute une enveloppe du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire pour le soutien à l'ingénierie du projet, et 50 territoires sont éligibles, dont celui de Lezoux-Thiers en Bermondsey. Cela se traduit par une aide financière de 80 000 euros sur 2 ans pour le recrutement d'un chef de projet. Le poste est donc créé pour 2 ans et financé à part égale par les 4 PCI. Une convention a été mise en place et il nous est donc demandé d'approuver cette convention. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Et un deuxième sujet économie présenté par Claudine Cour dans le cadre de sa nouvelle délégation. Claudine. Oui, bonsoir à toutes et toutes. Donc, un programme d'action a été élaboré dans le cadre du FISAC, qui s'articule autour de plusieurs actes de travail, notamment une stratégie d'intervention sur les commerces disponibles aux besoins des professionnels. Dans ce cadre, il y a une étude en cours de recensement et de diagnostic des locaux vacants sur les communes qui sont les plus impactées par cette problématique. Et elle a été confiée, cette étude, à un bureau d'études qui s'appelle IAID. À l'issue de ce recensement, le bureau d'études intervient sur la demande des communes, bien sûr, pour proposer des aménagements et des travaux pour remettre en état ces commerces avec une participation financière des communes. Le budget donc attribué à cette action est de 30 000 euros hors taxe et il est proposé ce soir d'approuver la convention de participation financière des communes dans ce cadre de cette fiche action. Est-ce qu'il y aurait des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et j'avais un deuxième sujet. Il vous est proposé donc de modifier le règlement d'attribution des aides directes aux entreprises sur le fonds d'aide au développement des petites entreprises du commerce et de l'artisanat et des services, et du fonds d'intervention pour les services de l'artisanat et du commerce, donc au FISAC. Il y a quelques petites modifications qui concernent notamment les dépenses éligibles, les délais de réalisation de l'action et les modalités de paiement. Donc, comme c'est indiqué dans la note. Est-ce qu'il y aurait des questions? Si pas de questions, on passe au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On poursuit avec une réduction exceptionnelle. Pierre Giraud. Oui, merci Président, bonsoir à toutes et à tous. Donc, en quelques mots, dans la compétence déchets, un certain nombre de professionnels ont accès à la collecte des ordures ménagères et ça se fait par le biais d'une ordonnance spéciale pour ceux qui ont signé des conventions. En 2021, pardon. Suite à la crise Covid, les restaurants ont dû effectivement fermer leur activité pendant 5 mois et un certain nombre de restaurateurs ont souhaité qu'on intègre le fait qu'ils n'avaient pas pu ouvrir, donc ils n'ont pas produit de déchets pendant cette période-là. Ça concerne une vingtaine de restaurations sur l'ensemble de notre territoire, aujourd'hui, qui ont signé la convention. Et ce qui vous est proposé, c'est de leur accorder une réduction exceptionnelle pour les 5 mois, soit un coût global pour la collectivité d'un peu moins de 12 000 euros. Est-ce qu'il y aurait des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Est-ce qu'il y aurait des abstentions? 2 abstentions. Est-ce qu'il y aurait des votes contre? Non. Merci.
Bien, Jean-Marc Grange pour la participation à l'épreuve cycliste Paris-Nice. Merci Président, bonsoir à tous. Il n'aura pas échappé aux fans de la petite reine que la semaine prochaine, le 10 mars, jeudi si je ne me trompe, une étape du Paris-Nice partira de notre territoire, et en particulier de la ville de Saint-Just-Saint-Rambert. Pour obtenir ces venues d'événements, bien, comme chaque fois, il faut un peu mettre de l'argent sur la table. Il est prévu d'acquitter la somme de 26 400 € auprès de ASO, qui est l'entreprise qui gère l'organisation de cette compétition. Alors, dans cette optique, et un peu comme tout ce qui s'est fait précédemment sur le territoire, Loire Forêt Aglo souhaite participer financièrement aux côtés de la commune, et en particulier ici auprès de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, pour l'accueil de cette manifestation sportive. Il ne faut pas oublier que quand on accueille une course comme Paris-Nice, il y a une grosse couverture médiatique, et donc du point de vue image, très intéressant pour notre territoire. Pour cette édition du Paris-Nice, qui est la 80e, le tracé sera de 189 km entre Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Sauveur-Montagut du côté d'Ardèche. C'est, je crois, l'étape la plus dure a priori de cette édition. Pour que l'on puisse accueillir ça, donc, il est prévu 26 400, que l'on vous propose de répartir entre Loire-Forêt Agglomération 11 900 € TTC et Saint-Just-Saint-Rambert pour 14 500 € TTC. Donc, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver la convention telle que présentée et le versement de cette participation à l'accueil de cette épreuve cycliste, et d'autoriser le président à signer la convention tripartite afférente. Y a-t-il des questions? Oui, je voulais savoir, le montant de la participation de Loire Forêt, c'est un pourcentage des dépenses totales. Comment vous l'évaluez? Parce qu'on sait qu'il va y avoir d'autres manifestations, notamment à Montbrison, je crois. Voilà, comment vous l'avez fixé? Alors, la réponse est très claire, parce que pour compléter ce qu'a dit Jean-Marc, le département intervient en versant une subvention à Saint-Just-Saint-Rambert sur les 14 500 à hauteur de 8 000. La répartition est très simple. En général, les coûts, c'est 50% du département, 25% de leur forêt, 25% de la commune d'accueil. En l'occurrence, ça c'est le budget classique. Là, la somme qui vous est donnée par forêt, c'est un budget communication supplémentaire que nous mettons en place, puisque Loire Forêt, depuis maintenant pas mal d'années, on cherche à obtenir une étape du Tour de France. Donc vous savez qu'il y a eu, il y a quelques années, vous pouvez le passer comme ça, du critérium du côté de... C'était le critérium, je sais pas, il y a eu Chalmazel aussi, critérium chez Jean-Yves, critérium à Montbrison. Cette année, on a Paris-Nice à Saint-Just. Départ, arrivée du critérium sur Loire Forêt, départ de Montbrison, arrivée à Saint-Étienne-de-Mollard par un contre-la-montre. Donc cette répartition reste toujours la même, mais de temps en temps, on met de l'argent du service communication dessus, donc budget communication. Mais la répartition de base, c'est 50% département, 25% Loire Forêt, 25% la commune. Sans vouloir vexer la commune de Saint-Étienne-de-Mollard, sur l'histoire du critérium du fumier, Maison a pris une part un petit peu plus grosse que Saint-Étienne-de-Mollard. On n'a pas forcément respecté le 25%. En l'occurrence, c'est pas compensé par la forêt, c'est compensé par la commune de Montbrison. Voilà. Je voulais juste le préciser. Globalement, la règle générale, c'est ça. Jean-Marc? Y a-t-il d'autres questions? Je voulais juste compléter quand même avec les impacts économiques aussi, qui sont très intéressants, localement. Donc les gîtes, restaurants, etc. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? Une abstention au fond. Merci. On poursuit avec Yves Martin et la piscine Petit Bois. Rebonsoir. Alors, je viens vous parler d'un marché de lancement de concours de maîtrise d'œuvre.
pour ce qui concerne la piscine de Saint-Just-Saint-Lambert. Mais je vais laisser redonner la parole du moins à Jean-Marc Garange qui va vous présenter le projet et après je vous parlerai du marché de maîtrise d'œuvre. Ça va marcher. Merci Yves. Effectivement, rappelez-vous, pour ceux qui étaient présents en conférence des maires, ou lors de ma commission début février, on vous a présenté le projet de rénovation de la piscine de Thibois. Ce qu'il faut que je vous redise avant de parler de marché, c'est que cette piscine est dans un état très avancé, entre guillemets, elle date de 1975. Elle a été réparée un peu de temps en temps par-ci par-là. Aujourd'hui, où l'on a des soucis d'énergie, de coût d'énergie, c'est un gouffre. On voit le jour à travers le toit, sachez-le, et ça n'est pas une image, c'est une réalité. On a du mal, quand on a ouvert les portes-fenêtres pour aller sur la terrasse extérieure, les refermer. Il faut être deux au moins pour en refermer une. Alors voilà, on est dans un état qui mérite maintenant de s'inquiéter et de changer. Donc au cours des conférences des maires, au cours des réunions de bureau, on a décidé de démolir ce bâtiment-là et de le remplacer par un nouveau bâtiment qui consiste en un bâtiment de 2 bassins, parce que vous savez aussi au passage qu'on a énormément d'enfants, on a plus de 10 000 enfants scolaires auxquels il faut apprendre à nager. Donc ce que l'on vise, c'est de démolir donc, ce bâtiment, de rester sur place parce qu'on a un très beau foncier qui donne sur les monts du Forêt, et de construire un nouvel équipement dans lequel on mettrait un bassin sportif de 312 mètres carrés 50, vous savez c'est précis, et c'est surtout qu'on aurait 5 couloirs qui permettraient d'accueillir 2 classes à la fois, donc d'avoir plus d'élèves formés en même temps, et d'y adjoindre aussi un bassin d'activité qui permettrait des activités de formation de scolaires, mais aussi d'autres activités, je dirais, plus grand public pour cette partie-là. Et on pense aussi à un espace extérieur avec des jeux d'eau à l'extérieur pour les familles. Et on conserverait quand même, je ne sais pas si vous le connaissez pour certains, une belle terrasse à l'extérieur parce qu'on a un super site. Donc voilà le contexte sur lequel on se lance et je pense repasser la parole à Yves pour expliquer comment on se lance dans les différents marchés pour obtenir une maîtrise d'œuvre de construction de cet équipement-là. À toi, Yves. Merci Jean-Marc pour ces explications concernant le projet. Donc par rapport à ce projet, on vient donc de faire appel à un maître d'œuvre pour la construction de cet équipement en lieu et place de la piscine actuelle pour une enveloppe de 8 570 000 € hors taxes. Pour ce qui est du marché de maîtrise d'œuvre, son montant est supérieur au seuil de 215 000 € hors taxes et nécessite de faire appel à une procédure de concours où les candidats devront présenter un jury dont la composition est présentée dans la note de synthèse. Et donc, pardon, j'ai perdu la ligne, excusez-moi, mais vous avez l'habitude maintenant. Un projet architectural où il convient de fixer un nombre maximum de candidats retenus. Il est donc proposé de fixer ce nombre à 3. Ces 3 candidats devront remettre une esquisse et les 2 candidats non retenus seront rémunérés à concurrence d'un maximum de 40 000 € hors taxes par candidat. Voilà, j'ai dû vous résumer à peu près les choses. Vous avez vu que la composition du jury, vous l'avez au sein de la note de synthèse. Les membres du jury seront désignés par arrêté du président et seront indemnisés à hauteur de 450 € hors taxe par réunion du jury, auquel s'ajoutera le remboursement des frais de déplacement sur la base des frais réels. Avant qu'il y ait une question, je vais quand même vous préciser que les 450 € hors taxe ne seront pas pour les membres de la commission d'appel d'offres, mais seront pour le représentant des architectes, le représentant de la profession ingénierie et le représentant de la profession économiste.
Ces 3 candidats seront donc invités à remettre une esquisse, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et ils seront rémunérés pour les 2 qui ne seront pas retenus à 40 000 € hors taxe. Il est donc proposé, alors celui qui sera retenu, bien évidemment, on va saisir monument en pourcentage du projet. Il est donc proposé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver le programme de la nouvelle piscine du Petit Bois à Saint-Just-en-Ambert pour une enveloppe prévisionnelle de travaux de 8 570 000 € hors taxe, d'autoriser le lancement d'une procédure concours restreinte de maîtrise d'œuvre avec niveau de prestation esquisse en vue de l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à la construction d'une piscine conformément aux dispositions de l'article L2125-1-2, R2162-15, R2162-26 et R2172-1 à R2176-6. J'espère que vous aurez lu tous ces articles du Code de la commande publique. Fixer à 3 le nombre maximum de candidats admis à concourir sous réserve qu'un nombre suffisant de candidats répond aux critères de sélection des candidatures, de fixer à 40 000 € le montant de la prime allouée sur proposition du jury à chacun des candidats ayant remis des prestations conformes à la réglementation et aux conditions fixées dans le règlement de concours, parce que si ça n'est pas le cas, on pourra lui diminuer ses émoluments. Autoriser la prise en charge des vacations et frais de déplacement des intervenants extérieurs au jury. Y a-t-il des questions? Oui, Jean-Pierre. Oui, juste une question concernant la rémunération des membres du jury, parce que bon, peut-être que c'est formulé, ça demande une explication. C'est 450 € hors taxe par membre du jury pour une réunion? Oui, pour les 3 membres que j'ai précisés, effectivement, et avec leurs frais de déplacement. En plus. D'accord. Et la tarification, elle se fait sur quelle base? Alors moi, je vais peut-être me retourner vers la technique parce que, très honnêtement, il doit y avoir une procédure normale. Hein. Voilà. Bon, montant légal, un taux légal pour ça. C'est un taux légal défini par chaque profession, je suppose? Ou pour l'ensemble des professionnels qui se réunissent pour définir cela, oui. Voilà. Pierre Verdier. Oui, pour ce genre de travaux, est-ce qu'il est obligatoire de faire un concours d'architecte? Parce que souvent, une fois que vous avez choisi vos architectes, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout sur ce qu'il a décidé. Et on a eu des projets comme ça, notamment à la crèche de Merci, où le résultat n'a pas été très bon. Alors, pour te répondre, Pierre, on a eu la même chose, nous, pour le groupe scolaire assuré comptable. Effectivement, il faut aller jusqu'au bout. On est contraint, mais on est obligé de passer. Donc, on n'a pas vraiment le choix, c'est comme ça. Je disais, le concours d'architecte, est-ce qu'il est obligatoire pour Jean Rosa ou pas? Ouais. Donc, c'est le code de la commande publique qui l'impose. Oui, c'est pas une question. Je demande juste à M. Joly d'avance de m'excuser de ce que je vais dire, parce que ça n'a rien de personnel. Je sais que les piscines, c'est très cher. 8 570 000 €, je trouve ça, dans la période qui s'ouvre, où on va certainement vivre des choses excessivement dures. Je pense qu'il serait peut-être bon que d'ores et déjà on essaie de réduire la voilure. Faire une piscine olympique, ça me semble, pour des scolaires, on peut peut-être essayer de voir plus petit, en ayant une structure qui puisse être adaptée aux scolaires. Et par ailleurs, ce qui m'ennuie un petit peu dans cette histoire, c'est que en tant que citoyen, quand l'État se désengage de certains territoires et certains services publics, on est les premiers à gueuler. Et là, au niveau des piscines, il y a quand même un déséquilibre qui est criant sur notre territoire. C'est que la zone nord de Loire-Forêt n'est pas du tout desservie.
Quand les enfants doivent aller à la piscine, et moi j'ai accompagné, je sais de quoi je parle, ça vous prend une après-midi, il faut prendre le bus, et revenir. Résultat des courses, les enfants restent 20 minutes dans l'eau. Donc, si on veut respecter une certaine équité des citoyens, ça serait peut-être pas mal qu'on essaie de répartir les budgets pour qu'il y ait un accès égal de tous. Et c'est pas une version communiste des choses. Non, bien sûr, Madame Chazelle, vous avez raison. Mais que dire des 13 millions d'investissements de la station d'épuration du Bonnet? Oui, je vous redonne la parole tout de suite. Alors là, excusez-moi, ça c'était une dépense indispensable. On ne peut pas comparer une dépense indispensable, qui était décidée d'ailleurs avant et pas pour ce budget-là, mais peut-être que ça serait arrivé à ce budget-là. Mais une station d'épuration et une piscine, non, on ne va pas se baigner dans la station d'épuration. Ah non, là je vous confirme, on est d'accord. Alors, après, j'ai envie de... Alors, d'abord, juste pour correction dans ce que vous avez dit, ce n'est pas une piscine olympique. Ce terme-là, non, mais les mots, c'est un bassin de 5 lignes. Après, je vous rejoins sur un point. Je trouve aussi que malheureusement, les équipements aquatiques coûtent très cher. À Montbrison, nous avons une piscine aqualume qui aujourd'hui a des réparations à faire. Et donc, on est au stade des réparations, elle est entretenue, etc. Donc, piscine Petit Bois, ça a été dit. Aujourd'hui, il y a 10 000 scolaires qui sont dans des conditions, dans un bâtiment, dont la structure ne permet plus d'y aller. On n'est pas dans une situation de luxe. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans une nécessité absolue pour apprendre à nager. Maintenant, la question du rééquilibrage des services a été très largement posée par votre maire régulièrement. On l'a parfaitement entendu. Des études sous mandat précédent ont été faites. Aujourd'hui, l'étude, pour être très transparent, c'est piscine, Petit Bois, priorité 1, compte tenu de l'importance et de l'urgence du sujet. Deux équipements nautiques, et pas que le nord. Un sur le côté du sud-ouest, et une autre sur le côté du nord. 2 fois 4 millions. Plus oui, 2 fois 4 millions, plus le fonctionnement derrière. Donc, c'est 2 millions de travaux, enfin, en termes de travaux, c'est moins de 4 millions, mais à l'arrivée, ça coûte 4 millions, plus le fonctionnement. Donc, je me suis replongé dans cette étude, parce qu'évidemment, que quand on fait une conférence des maires, ou quand je présente le sujet qui était largement étudié sous le mandat précédent, je vais vous dire quelque chose. On étudie toutes les possibilités, y compris la piscine qui se trouve actuellement sur Saint-Jean-la-Lettre, pour savoir à un moment donné si elle peut ou pas rendre service. Donc voilà, on l'a dit et redit, on l'a dit dans toutes les commissions, ce que je suis en train de vous dire n'est pas caché, rien n'est éludé, on a parfaitement conscience du rééquilibrage qu'il faut faire, on le fait à un rythme, on essaye d'être le plus soutenu possible. Je vous rappelle juste que ce conseil communautaire est élu depuis 1 an et demi, et que je trouve que depuis 1 an et demi, il y a d'énormes investissements qui sont faits et proposés partout sur le territoire. Partout. Tous les sujets sont sur la table, il y a des priorités de mandat, oui, et effectivement, quand vous parlez du déficit des services, mais vous avez évidemment raison, c'est bien pour ça qu'on développe des espaces France Service, dont justement le Nord est pourvu. Nord-Étable l'avait fait en son temps, Saint-Bonnet-de-Château, Boin aujourd'hui, demain on parle de France Service itinérant. Bref, on est sur le sujet, on est sur le rééquilibrage, on est sur une construction territoriale, mais là effectivement, on a un important sujet qui touche 10 000 scolaires pour apprendre à nager. Voilà, et si on avait pu faire quelque chose à 6 millions, et on verra le concours d'architectes, si chaque centaine de milliers d'euros gagnés, croyez-moi, on en sera ravis. Et surtout, j'insiste sur le fonctionnement. On a aujourd'hui une piscine, Jean-Marc Mange l'a vu très largement dans les présentations de commission et autres. On a une piscine qui est une passoire énergétique, qui nous coûte un bras en fonctionnement. François Madvé va être extrêmement vigilant sur le choix de l'énergie, parce que là aussi, non mais on peut en parler, vous avez raison, c'est super important. On parle d'énergie aujourd'hui, quoi de toute actualité aujourd'hui? On va nous dire, attendez, surtout choisissez pas du gaz, parce que avec ce qui se passe, le gaz il explose. Oui, moi ce que je sais, c'est ce que nous coûte la piscine aujourd'hui.
Quand on va en 2025, et j'espère sortir de terre cette piscine, la comparaison, ça ne sera pas les frais de fonctionnement de la piscine en 2025 par rapport à la piscine en 2022. C'est qu'est-ce que serait la piscine de 2022 en 2025. C'est ça la comparaison qu'il faudra faire. Donc on a de vrais sujets, là c'est un enjeu majeur. Au jour d'aujourd'hui, on a une passoire énergétique, on est à plus de 600 000 euros de déficit de fonctionnement, uniquement pour Petit Bois. Bon, bah non, au bout d'un moment, au bout d'un moment, ça suffit. Et je trouve votre question parfaitement légitime, parce qu'on a un gros travail sur le territoire, d'équilibre à trouver, d'investissement massif, plus ou moins pressé parce que les territoires sont en attente depuis longtemps. Et Loire-Forêt aujourd'hui, avec ses 87 communes, je pense que nous sommes armés pour répondre à ces défis. Mais effectivement, par moment, oui, c'est vrai, je vous comprends. Le sujet de cet investissement est massif, mais je vous répète, tous les investissements que nous faisons aujourd'hui, nous les estimons prioritaires. On n'est pas du tout dans du luxe et du superflu. On n'est pas dans cette démarche. Croyez-moi, les finances sont trop tendues pour être là-dessus. Jean-Yves Bonnefoy. Non, très simplement pour insister sur l'intérêt d'investir dans le sport, que ce soit aquatique ou autre. On a des études qui montrent que nos enfants font insuffisamment de sport dans tous les domaines. Et ça s'est amplifié depuis le Covid. Donc je pense que tout ce qui pourra permettre de faire la promotion du sport, notamment en direction de nos enfants, est une chose bienvenue. Pour avoir participé aussi à la commission présidée par Jean-Marc, effectivement, je rejoins ce qui a été dit sur l'utilité de refaire cette piscine qui effectivement devient complètement obsolète. Et pour moi, c'est un investissement intéressant pour l'avenir. D'ailleurs, je te donne la parole, Pierre, j'ai vu le micro. Vas-y. Oui, non, moi, je ne voulais pas intervenir sur ce sujet. Juste au fond, je pense que on verra ce que donneront les consommations à venir. De toute façon, une piscine, c'est très énergivore, qu'elle soit neuve ou ancienne, ça c'est clair. À titre de comparaison, Jean-Yves qui est là, la station de Chalmazel, on sait combien on paye tous les ans avec notre département, mais en gros, quand on fait les comptes, en termes de fonctionnement et tout, la station de Chalmazel, c'est une piscine, pas plus, à l'arrivée. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de la station de Chalmazel, mais finalement, on est sur des postes de dépenses qui sont importants et bon, certainement nécessaires. Et c'est vrai que je rejoins ce qu'a dit Laure, on a certainement ce déficit honoraire à combler dans le temps, mais je sais que Christophe, tu l'as entendu. Ce que je voulais simplement dire, c'est que je souhaite qu'on arrête à chaque fois, par contre, qu'il y ait un sujet sur le Nord, de mettre en avant la station du Boisnet, qui n'est pas la station du Boisnet, déjà, puisqu'elle est installée sur la commune de Sainte-Agathe, premièrement, et que c'est la station du Pays d'Astrée qui avait été engagée avant Adhésion de Loire-Forêt, et que lorsque le diagnostic a été fait avec les élus du Pays d'Astrée, les choses ont été très claires, mais je dirais l'héritage a été tout à fait honnête et sincère, et je crois qu'on ne peut pas remettre ça sur la table à chaque fois qu'il y a un sujet sur le territoire nord, et moi je demande solennellement à tout le monde ici deux choses. Premièrement, qu'on arrête de l'appeler la station du Boisnet. Deuxième, puisqu'elle dessert 7 communes, c'est une station mutualisée qui a fait l'objet d'un travail long des élus précédents, où justement on est parti sur ce scénario de station mutualisée. Et puis au-delà de ça, sincèrement, cette station, elle était prévue, elle faisait partie, quand nous avons été, et je dois le dire, ça ne m'est pas arrivé souvent dans ma vie, mais nous avons été, les élus s'en souviendront, très courtisés à l'époque, pour rejoindre Loire-Forêt ou Forest. Et le sujet il était déjà sur la table, donc je pense qu'effectivement on a tous des investissements qui ont été faits sur nos territoires. Le nôtre, et nous le savons parfaitement, les élus du Nord, nous avions un retard, je dirais, structurel sur beaucoup d'équipements, mais je ne pense pas qu'il soit de bonne loi de nous le rappeler systématiquement. Nous le savons, nous avions un retard, les choses elles s'étaient lancées, mais je pense maintenant qu'il faut tourner la page. Pierre-Jean, je te remercie de me permettre de te dire que nous arrêterons systématiquement de rappeler le retard que vous aviez à chaque fois que systématiquement vous demanderiez de rattraper le retard que vous aviez. J'ai à un moment donné, quand j'entends que systématiquement on demande de rattraper, quand vous dites qu'on l'entend et qu'on continue de l'entendre, alors on vous rappelle que vous
aucun problème. Et je comprends parfaitement la question. Mais on pourrait rappeler, ah ben, il y a aussi des réalités. Il y a la station du Boisnet que je continuerai d'appeler Boisnet parce que régulièrement on parle du Montbrison et ça ne me dérange pas du tout. C'est une centralité. La centralité a un bassin de population qui est le Boisnet. Je ne me sens pas gêné quand on me parle du Montbrison régulièrement ou du Pont-Robertois régulièrement ou de Saint-Bonnet-le-Château régulièrement ou du Nez-Trablé pour prendre un autre exemple. Tout ça me parlait, il n'y a pas de sujet pour moi. Ce n'est pas lié à la seule commune de Douai, on le sait bien. Et voilà. Maintenant, cet investissement a été rappelé à la façon dont Mme Chazelle s'est exprimée, et vous connaissez tous ma franchise à un moment donné. Je vous réponds un petit peu quelquefois sur le ton avec lequel c'est posé. Une fois qu'on a dit ça, une nouvelle fois, je vous dis qu'on a parfaitement confiance qu'on va trouver l'équilibre sur le territoire, et nous le ferons, et nous le faisons. Exemple, ingénierie apportée à Petite Ville de demain sur l'ensemble des villes qui sont portées, investissement sur les zones économiques, un travail très important sur le PLUI qui nous attend, et je crois que les enjeux de nos territoires en termes d'équilibre, et vous le savez, j'y suis attaché, est extrêmement important, y compris en ruralité. Et quand on parle de Chalmazel, moi je suis ravi des millions d'euros. Je vais demander à Jean-Yves d'ailleurs de me rappeler le montant d'investissement. Vas-y Jean-Yves. On est sur un investissement prévisionnel de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros investis sur la station de Chalmazel-Jansanière pour le département. Je veux dire, si ça, quelque part, on ne peut pas reconnaître que c'est des investissements qui sont porteurs pour nos territoires, indépendamment du débat, je trouve que c'est une chance. Et cette chance-là, il faut qu'on la saisisse. Et tout notre territoire a intérêt à y apporter. Donc je crois vraiment que, et c'est bien qu'on ait ces débats-là, et franchement, en tant que président de Loire-Forêt, croyez bien que je suis extrêmement attaché à retrouver cet équilibre, et je n'oublie pas qu'un certain nombre de communes sont venues à Loire-Forêt parce qu'ils ont cru à notre capacité à pouvoir rattraper du retard. Donc je ne l'oublie pas, c'est ancré, c'est dit, et une fois, vous jugerez sur ce qui sera fait. Pierre Jean. Non, mais je ne veux pas refaire un débat qui a été fait 1000 fois, et je crois que ce n'est pas l'objet, et surtout on s'éloigne du sujet. La seule chose que je dis, c'est que je te demande de pas. Tu peux utiliser le Boisnet tant tu veux. Moi, chaque fois que j'emploierai mon Montbrisonnais, je parlerai aussi de la station d'épuration. Ce que je veux éviter, c'est l'association systématique, tu vois ce que je veux dire. Chaque fois qu'on emploie ce terme de Boisnet ici, c'est pour parler de cette station d'épuration. Après, les engagements qui avaient été pris dans la fusion, nous ne les avons pas oubliés, c'est tout simplement ce que je tiens à rappeler, c'est tout. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de velléité sur le fait qu'il se fasse une piscine à Saint-Just-en-Ambert, ce n'est pas le sujet. La seule chose, c'est qu'effectivement, le retard structurel, il était là, il n'est pas de notre fait, il est certainement des responsables, mais j'assume totalement l'héritage que nous avons pris, et je crois qu'il faut aussi assumer l'héritage maintenant commun que nous avons, et ce retard structurel à rattraper, c'est tout. Je ne veux pas refaire le débat qui nous a occupés pendant presque une année, et qui nous a menés aujourd'hui à être avec vous ici, et nous en sommes très contents. Simplement, il ne faut pas éclairer d'associer la station d'épuration avec le Boisnet. Non, c'est vrai que la zone économique de Chaumaya, en Boisnet, qui est un autre sujet, on a Petite Ville de demain dans le Boisnet, et on a Daniel Dubos qui demande la parole. Juste pour dire que je pense qu'on ne peut pas échapper en effet à des lourds investissements dans des grosses communes, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que c'est important que Loire-Forêt systématiquement se pose la question des petites communes, qu'est-ce qu'on fait pour elles, et y compris pour les piscines, parce qu'il existe des solutions, parce que la piscine c'est un peu pour apprendre à nager. Quand on voit le nombre de morts d'enfants qui meurent dans les piscines privées, je pense que c'est un vrai sujet à s'emparer, de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait aussi en proximité des gens qui apprennent à nager. Et il n'y a pas besoin de 50 mètres de long, il existe des solutions, de petites piscines, y compris mobiles. Et je pense que chaque fois qu'on investit, et vraiment je suis tout à fait d'accord, voilà, il n'y a pas de sujet là-dessus pour moi en tout cas, mais on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait pour les petites communes pour faire du sport? Il a été rappelé qu'on ne faisait pas assez de sport, et quand on ajoute un certain nombre de petites communes qui sont loin des polarités, on voit que ces gens-là
boucherie par exemple, eh ben, on n'a pas grand-chose à part faire une demi-heure, 3/4 d'heure pour aller faire du sport tous les week-ends. Alors, de la piscine au sport, simplement ce qui concerne les piscines et pour apprendre à nager, je rappelle que alors attention, hein, la piscine sur la grosse commune, c'est 10 000 enfants scolarisés, ça dépasse très largement la commune de Saint-Just-en-Père, vous l'aurez tous compris. C'est bien pour ça qu'à un moment donné, il a été décidé de rendre des piscines communautaires. Imaginez bien que ça a du sens sur ces équipements. Sur le transport, je rappelle que l'ensemble des scolaires sont emmenés par transport gratuitement, enfin gratuitement, certainement pas, payés par leur forêt aux piscines. Et puis enfin, Jean-Marc Range, qui est en charge de ce dossier, a complètement étudié la possibilité de piscines mobiles qui ont un coût, enfin bref, ça a été étudié complètement, Jean-Marc, en vers Oui, effectivement. Je voudrais d'abord dire un petit mot sur la taille de l'équipement qu'on envisage. On n'a pas envisagé une piscine olympique. Là, on a dimensionné en fonction du nombre de gamins, pas plus. Ça a été notre étalon de dimensionnement, pas plus. Ensuite, concernant effectivement les études sur les mobiles, déjà, je voulais dire quand même qu'aujourd'hui, on a cette chance-là, Christophe le disait, j'ai visité il n'y a pas très longtemps une piscine dans le fond de l'Ardèche qui était communautaire, où chacune des communes finance le trajet de ses gamins et participe au fonctionnement de la piscine, bien que la piscine soit communautaire. Donc on a des régimes complètement différents. Donc on a cette chance, nous, sur Loire-Forêt, chacune de nos communes, on ne paye pas ce déplacement, on ne paye pas non plus l'utilisation de la piscine. Donc soyons-en conscients, mais sachez-le, elles sont dimensionnées surtout en fonction du nombre de gamins qu'on doit faire. Et aujourd'hui, on en fait le minimum, entre guillemets. On n'a que 30 séances par gamin. On devrait, l'éducation nationale nous pousse à aller jusqu'à 40, et à prendre en plus éventuellement les maternelles, donc les plus grandes sections. On n'en est pas encore là, et le dimensionnement de la piscine telle qu'elle est vue à Saint-Just-en-Père ne le permettra pas encore complètement. Sur l'utilisation de moyens mobiles, effectivement, on a reçu, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, quelques mois, une personne qui avait un projet dans ce domaine-là avec un semi-remorque. Dans ce semi-remorque, il lui faut, je crois, 2 jours pratiquement mise en chauffe à l'endroit où il est arrivé. Il ne faut pas oublier avant qu'il faut la remplir. Il faut la caler. Il lui faut un branchement de 32 kV électrique. Autrement dit, quand vous l'installez, il faut l'installer déjà pour pratiquement 8 à 15 jours, parce que sinon, c'est pas la peine. Et vous prenez 8 gamins à la fois, dans une espèce de tunnel glauque. Il faut caser les gamins de la classe, en général, ils sont pas loin d'une vingtaine. Donc les 12 qui n'ont pas la chance d'être dedans, je ne sais pas trop ce qu'on en fait. Voilà, donc on a effectivement étudié, je vous le dis, c'est pas exceptionnel comme solution. Voilà. On préfère, comme l'a dit tout à l'heure le président, peut-être étudier des solutions alternatives. On verra peut-être par la suite s'il nous reste plus tard des finances, entre guillemets. Mais on a aussi, pour l'instant, à Saint-Jean-la-Bêtre, un équipement qui existe. On peut peut-être faire des choses aussi avec ça. Bon. Qui est d'ailleurs communautaire, effectivement. Merci. Voilà, est-ce que c'était le point que vous attendiez, le président? Très bien. Jean-Pierre Roy. Juste une petite question, c'est pratico-pratique. Combien de temps vont durer les travaux? Et quelles sont les solutions de repli qui sont envisagées justement pour les 10 000 scolaires pendant les travaux? Excellente question. Jean-Marc Range. Merci. Effectivement, c'est une très bonne question. Les travaux ont duré presque 2 ans en comptant le temps d'évolution. Et on a la chance d'avoir sur nos territoires un autre équipement qui est plutôt de grande taille, qui s'appelle Aqualude à Montbrison. Et selon différentes formes, on arrivera à caser, à former les scolaires qui, eux, n'auront, je dirais, pendant cette période-là, que le minimum que l'éducation nationale nous réclame. Mais ils seront formés, donc on continuera à les former. Et j'ai cité Saint-Jean-la-Bêtre, on espère aussi participer à y faire participer cet équipement. Alors ça, c'est donc, je dirais, le minimum nécessaire. Alors,
je vais peut-être dire quelque chose qui ne fait pas très plaisir ce soir, mais malheureusement, pendant ce temps-là, nos associations, qui sont nombreuses sur Saint-Just-en-Randel, je les remercie d'animer aussi le territoire, devront se passer de cet équipement-là pendant un petit moment, où on les enjoint à trouver d'autres solutions pendant cette période-là. Par contre, c'est pour trouver derrière un équipement qui leur permettra peut-être d'avoir d'autres activités. Enfin, l'essentiel pour nous, c'est surtout qu'ils retrouvent leurs activités. Très bien, écoutez, pas d'autres questions, interventions. Yves, si tu veux passer les votes. Bien, donc, amis du bon Risonnet, du Bouennet et d'ailleurs, je vous invite à bien vouloir voter. Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Je vous remercie. Eh bien, on s'approche, on est aujourd'hui tout doucement de la fin de ce conseil communautaire. Y a-t-il des questions sur les décisions du président? Oh punaise! Le cœur du bout et du bonnet! Valérie Moussa. Oui, merci, bonsoir à tous. Comme Jean-Yves disait qu'il fallait faire du sport, je vous rappelle que la station de Chalmazel est encore ouverte jusqu'au 20 mars, donc venez apprendre à skier. Après savoir nager, il faut savoir skier aussi. Voilà, effectivement, c'est une délégation qui est demandée par la commune de Bouin pour la mise en œuvre et du suivi du dispositif d'autorisation préalable à la mise en location sur la commune de Bois-sur-Lignon. Donc depuis 2014, la municipalité s'engage à des gros travaux de mise en valeur de l'espace public et aujourd'hui, il souhaite s'attaquer au logement indigne qui est sur la commune. Donc ils ont défini un périmètre, le périmètre de centre-bourg, où ils veulent mettre en place le permis de louer. Le permis de louer, c'est un agent de la municipalité de Bouin qui sera recruté et qui va faire le contrôle de tous les biens mis en location avec un état des lieux. Et donc la municipalité s'engagera à en faire l'accueil, l'information, l'accompagnement des usagers à la réception des demandes d'autorisation préalable, l'instruction des demandes et autorisations préalables, les visites des logements concernés et à la rédaction du rapport de visite associé, le rendu et le suivi des avis, notamment les avis défavorables sous réserve de travaux, la vérification des obligations des propriétaires sur le périmètre du permis de louer, et puis ils orienteront les propriétaires au niveau de la MDHL qui peuvent prétendre un bon nombre de subventions dans le cadre de notre PLH ou d'autres dispositifs nationaux. Voilà, vous l'aurez compris, c'est pour lutter contre, bien souvent, ce qu'on dit, les marchands de sommeil. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? On va pas donner la parole au maire Bouin. On va pas stigmatiser. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Des abstentions? Des votes contre? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je rends l'antenne, président. On s'approche tout doucement du buffet. Est-ce qu'il y a des questions sur les décisions du président? Non, il n'y a pas de questions sur les décisions du président et pas sur le buffet, Pierre-Jean. Le prochain conseil communautaire, c'est le mardi 5 avril 2022 et on vous annonce les dates des prochaines réunions de secteur sur le projet alimentaire territorial. Un gros travail est à effectuer. David Buisson est à la manœuvre sur ce projet. Merci d'y participer le plus largement possible. Je vous rappelle que l'ensemble des élus sont invités dans les réunions de secteur. Vous avez sur l'écran les dates des différentes réunions ainsi que les lieux. Je vous remercie, la séance est levée et on se retrouve autour du